tous. Alors, bon, c'est mon premier webinaire et je vous vois pas et donc je suis un peu frustrée parce que j'aime bien voir les gens, mais bon, j'imagine que vous êtes derrière votre écran et l'essentiel, c'est que vous puissiez, voir la projection. Voilà, donc je me présente, je suis Jocelyne Borel-Cuner, je suis médecin hospitalier. À la base, je suis urgentiste, j'ai été longtemps chef de service des urgences. Je suis par ailleurs passionnée de montagne et et évidemment, au niveau des urgences, je m'intéressais beaucoup à la prise en charge de la douleur, bien évidemment, pour les patients, et puis de manière à ce que les équipes puissent prendre en charge le mieux possible la douleur. Et suite à ça, en fait, et à des études que nous avons fait, je me suis rendu compte que la douleur n'était pas toujours vue de la même manière côté patient et côté soignant. Et j'ai cherché vraiment à développer une technique, une approche complètement différente de raisonnement déjà, de pensée, de mode de pensée, pour la prise en charge de la douleur. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée face à une pratique de yoga thérapeutique, alors que je faisais absolument pas de yoga, puisque j'étais plutôt sport extrême et montagne. Et rapidement, je me suis rendu compte que ça avait un impact positif sur les patients, sur ma manière aussi d'approcher les patients, d'approcher le soin, des choses que l'on ne m'avait pas appris en fait, en faculté de médecine. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour me présenter, et j'ai créé en France les premières consultations de yoga thérapie, hospitalières faites par un médecin, c'était en 2013. Et ensuite, je fais partie maintenant d'une unité de médecine complémentaire pour la prise en charge de la douleur chronique. J'ai arrêté les urgences, j'ai été obligée tellement ça avait un impact positif et il fallait que je fasse un choix. Est-ce que je voulais continuer à développer cette possibilité? Donc maintenant, je suis médecin de la douleur. Et c'est en ce sens, et yoga thérapeute. Et également professeur de yoga parce que j'ai été quand même obligée de me former au yoga, obligée, et puis ce fut un grand plaisir et j'ai découvert encore d'autres choses. Et c'est pour ça que le yoga thérapeutique, en fait, ou la yoga thérapie, c'est assez, pour moi en tout cas, j'ai vite fait la différence entre le yoga et la yoga thérapeutique. Enfin, le yoga thérapeutique et la yoga thérapie. C'est-à-dire la différence entre le yoga et le yoga thérapeutique, ce qui est très important, ce qui n'est pas clair forcément, enfin, je veux dire, dans l'histoire du yoga ou même dans les différentes pratiques de yoga. Souvent, il est dit que le yoga est thérapeutique, souvent les actions, si on fait telle posture, ça fait ça, etc. En fait, c'est loin d'être si simple. Et donc, on va en parler un petit peu. C'est ce que je voulais vous dire dans cette approche. Donc, en fait, on va essayer, on n'a qu'une heure, enfin à peine, on a 45 minutes et après, on aura une partie questions-réponses. Donc, on va justement rentrer un petit peu dans les définitions. Mais alors vraiment brève, hein, parce que sinon il nous faudrait beaucoup de temps. Brève histoire du yoga, et donc aussi brève histoire du yoga thérapeutique tel que l'on le sait actuellement, c'est-à-dire en 2024. Alors, quand on fait du yoga thérapeutique, tel que moi je le pratique, que je le conçois à l'hôpital et qu'on le met dans le soin, en fait, c'est un yoga thérapeutique particulier, ça je vais vous l'exposer, donc ça c'est l'objectif du yoga thérapeutique. Ensuite, on verra un petit peu les techniques principales, on va les survoler. L'importance de la respiration, bien évidemment, mais je ne pourrais pas vous faire toute la physiologie en 45 minutes. Après, on fera peut-être, si on a le temps, et sûrement un petit focus sur le système nerveux autonome. Les effets donc démontrés scientifiquement du yoga et du yoga thérapeutique, on les abordera quand même, ça va être l'essentiel. Un petit peu comment utiliser, comment se placer en fait entre la position du yoga et si j'avais envie d'utiliser le yoga pour un outil de soin, que ce soit pour moi-même ou pour les autres, ou pour un bien-être ou pour vraiment traiter une pathologie. Donc c'est un peu l'application dans notre quotidien selon notre position, si c'est nous-mêmes ou si c'est professionnel. Ça peut aussi être un objectif vraiment, et à l'hôpital, vraiment, on apporte ce propos-là qui nous tient vraiment à cœur, de prévention santé, mais la vraie prévention santé, c'est-à-dire vraiment à la base. Et puis, bien sûr, on peut utiliser le yoga, bien évidemment,
dans l'entraînement du sportif, mais le yoga thérapeutique aussi. Donc tout ça revient à dire qu'il faut faire la différence entre le yoga et le yoga thérapeutique, et c'est un petit peu le propos de ce webinaire, c'est-à-dire comment, on va dire, intégrer la yoga thérapie dans notre quotidien de manière efficace par rapport à tout ce que l'on peut entendre ou ce que l'on peut lire sur les effets bénéfiques du yoga. Voilà, donc c'est parti pour un petit voyage vers le yoga thérapeutique. Alors, d'où provient le yoga? En fait, bon, c'est probablement parmi vous, il y a des professeurs de yoga, donc on ne peut pas faire une synthèse très rapide en quelques minutes d'où provient le yoga, mais si on doit résumer le plus rapidement possible, on sait déjà que ça vient de l'Inde, bien évidemment. Et le yoga, le mot même yoga, c'est plus de 5000 ans. Hein, et ses origines sont très mystérieuses. Mais on a déjà des écrits ou des traces d'un yoga, même avant l'ère chrétienne, 5 siècles, 6 siècles avant l'ère chrétienne. C'était essentiellement méditatif, mais pas que. Il y avait aussi déjà des bases un petit peu alimentaires et, je dirais, d'éthique et de conduite. C'était un mélange de chamanisme, mais aussi assez rapidement un petit peu de sacré, puisque l'explication du monde à l'époque ne pouvait être que d'un côté plutôt sacré et mystique. Donc ces origines sont quand même mystérieuses, bien évidemment, en tout cas, il y a beaucoup de controverses, mais ce qu'on est sûr, c'est que c'est bien avant l'ère chrétienne et que ça a évolué, bien évidemment, en fonction des civilisations et des populations. Les premiers écrits, par contre, alors on n'est pas trop d'accord non plus, mais les premiers écrits qui donnent un texte, on va dire, pour pratiquer le yoga, avec une méthode, si on peut dire, remonte à l'époque de Patanjali, donc c'est un sage indien. Et là aussi, on n'est pas trop d'accord s'il est tout seul ou s'ils étaient plusieurs à l'écrire. De toute manière, ils ont mis plusieurs siècles à l'écrire. Donc c'est entre 200 avant Jésus-Christ et deuxième siècle après. Donc, et ce livre, probablement pour la plupart d'entre vous, vous avez déjà au moins entendu le nom, s'appelle les Yoga Sutras, donc YS, l'abréviation, et si on met le P, c'est Yoga Sutra de Patanjali. Du coup, dans la philosophie indienne, c'est les darsanas. Le yoga fait partie d'un des 6 darsanas de la philosophie indienne. Et dedans, il y a l'astronomie, il y a l'alimentation, il y a la médecine. Voilà. Les fondements donc de ce yoga, ils ont évolué avec le temps, mais ils ont puisé leurs sources dans les textes sacrés de l'Inde. Et je ne peux pas parler de yoga ni de yoga thérapeutique sans parler de ces sources. Donc, on va dire que les textes les plus importants, c'est Vedanta, les Upanishads, la Bhagavad Gita. Ensuite, les textes tantriques, en sachant que le tantrisme est né avant Jésus-Christ, hein, il a une naissance très chamanique aussi, donc peut-être même avant les Védas. Et puis le bouddhisme qui est après l'ère chrétienne et qui aussi a utilisé donc la voie yogique et tantrique. Donc on voit qu'il y a quand même une évolution tout au long des siècles et qui se poursuit actuellement, bien sûr. Ce chemin se poursuit. Donc on peut continuer, la diapo d'après. Alors on va définir du coup le yoga et le yoga thérapeutique. Alors le yoga, déjà, c'est pas un sport. Alors ça peut être pratiqué comme un sport. Actuellement, en 2024, il y a des yogas assez sportifs, il y a des personnes qui l'utilisent comme un sport. Ça pourrait être aussi pris comme quelque chose de complètement mystique, il y en a aussi qui le font. Mais en fait, le yoga, depuis le début de son existence, c'est plutôt, et ça, tous les textes et tous les sanskrites et les indianistes se mettent d'accord, c'est un état, c'est-à-dire c'est quelque chose que l'on obtient à un moment donné dans sa conduite de vie, plutôt en étant bien, c'est-à-dire en allant vers un être bien. Et c'est accessible, bien sûr, cette étape, par une méthode. Il y a eu une méthode au fur et à mesure
c'est toujours la même chose. Donc cette méthode, elle est millénaire et elle est basée sur un travail quand même, donc il y a un effort qui est corporel, qui est mental, qui est respiratoire, en fait, qui est global, avec à la base essentiellement un côté méditatif. À la base, le yoga, il y avait très peu de mouvements. Il y avait quelques postures, essentiellement assises, voire une ou deux postures debout, et c'était essentiellement pour aller vers un état méditatif. Voilà. Donc ça, c'est le yoga. Alors l'état de yoga, parce que quand on dit le yoga, c'est un état. Donc il faut définir aussi l'état de yoga. Alors c'est donc justement, c'est pas simplement une pratique. C'est plutôt un état particulier auquel la pratique peut conduire. C'est pas forcément doit d'ailleurs, c'est marqué doit conduire, mais voilà, peut conduire. Et donc, ce qui est très important de reconnaître, c'est qu'on sépare actuellement dans nos sociétés la méditation et le yoga, mais il n'y a pas à les séparer. La méditation n'est jamais qu'une partie du yoga, comme les postures sont une partie du yoga, comme les mouvements respiratoires font partie intégrante du yoga. En fait, c'est un état de l'être vivant. C'est bon. Alors, du coup, on a défini le yoga, du coup, on va dire la yoga thérapie, c'est quoi? Eh bien, pourquoi définir les deux? Ben parce que dans les textes et dans les écoles de yoga, il y a beaucoup d'écoles de yoga qui disent que le yoga n'est pas thérapeutique. Dans ce cas-là, ce n'est plus du yoga. C'est-à-dire que ces écoles de yoga partent du principe, elles n'ont pas forcément tort, qu'on ne fait pas du yoga pour avoir une action thérapeutique. Donc ça, c'est autre chose. Après, il y a d'autres écoles, enfin, il y a d'autres manières de voir le yoga qui disent, bah, par exemple, vous faites une posture sur la tête, ça vous éclaircit le cerveau. En plus, c'est marqué un petit peu dans les textes de l'époque, dans certains livres. Et ça, c'est pas du yoga thérapeutique non plus. Donc, il y a une définition, en tout cas pour ma part, que j'ai utilisée et que j'utilise et qui j'ai mis quelques années à le comprendre, du yoga thérapeutique lorsque l'on veut avoir vraiment une action avec un but de soigner ou d'apporter une amélioration. Donc là, il y a un vrai projet thérapeutique. Donc là, il y a une différence entre le yoga, qui amènera peut-être à un bien-être, qui amènera, si vous le pratiquez régulièrement, de toute manière, à vous transformer, à modifier quelque chose dans votre quotidien, la plupart du temps. Si ça ne se fait pas, c'est que c'est plus du sport que du yoga. Mais en général, quelle que soit la forme de yoga que vous pratiquez, si vous le pratiquez régulièrement, vous y trouverez quelque chose qui vous dira que, ah ben quand même, il y a un effet, il y a quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on a envie tout de suite de dire, bah, le yoga est thérapeutique. Oui, mais pour mettre une thérapeutique, c'est une méthodologie particulière pour soigner. Donc c'est mieux d'être dans le soin ou d'être dans un projet de santé. Donc, le yoga thérapeutique, c'est pas un état justement, c'est plutôt une technique et qui est globale avec un projet, donc c'est-à-dire au service de la personne, de l'individu. Elle utilise donc des moyens somatosensoriels en douceur et qui sont individualisés. Donc ça fait 2 fois que j'insiste sur le fait service de la personne. La personne, elle est unique. Même si nous sommes des femmes, chaque femme est unique. Même si nous sommes des hommes, chaque homme est unique. Même si nous avons le même âge, on est tous différents. Même si nous sommes de la même famille, nous sommes tous différents. Et je dirais même, à un moment donné, de moment après moment, on est tous tout le temps différents. Donc ça, c'est hyper important. C'est une méthode qui va s'adapter moment après moment à la personne en douceur et c'est une méthode qui doit être individualisée. Donc, ça peut être différent avec le sport. Le sport peut nous apporter un bien-être, bien évidemment, hein, c'est évident. Bah, le yoga aussi, mais la yoga thérapie, on va cibler et on va reproduire parce qu'il y a une méthode. Et c'est là où ça devient, avec le mot thérapie, donc de soin, prendre soin. Donc, cette yoga thérapie, quand elle est mise en ce sens, elle peut être considérée comme une espèce d'approche complémentaire du soin ou de santé, voire de médecine complémentaire, lorsque l'on est médecin, bien évidemment, ou kiné, ou sage-femme, et là où on est déjà thérapeute. Alors, ça se passe comment? Mais ça s'appuie
pour être yoga thérapeute ou pour faire de la yoga thérapie, il faut s'appuyer sur des connaissances scientifiques et médicales. C'est-à-dire que si on les a pas, on ne fait que répéter des choses qui ont été dites dans des ouvrages indiens ou dans des ouvrages de yoga. Si vous faites ça, ça fait ça. Mais ça, ce n'est pas, à mon sens, sérieux. C'est juste du bien-être. On ne peut pas se dire thérapeute dans ce cas-là et on ne mettra pas le mot yoga thérapie. En tout cas, pas tel que moi je le conçois. Donc ça s'appuie sur des connaissances scientifiques et médicales qui sont couplées, bien sûr, aux expériences du yoga, sinon on ne mettrait pas le mot yoga thérapie. Alors, si cette méthode que l'on a apprise peut être utilisée par un professeur de yoga, avec ses limites de professeur de yoga, et qui connaît parfaitement la méthode, et qui travaille avec un médecin, ou avec un kiné, ou avec un psychiatre, par exemple, et dans ce cas-là, c'est sous contrôle d'un corps de la santé, on va dire, et là, c'est reconnu comme une médecine complémentaire. Je peux faire un petit aparté sur ce qu'est une médecine complémentaire par rapport à une médecine alternative. En fait, il y a une définition de l'OMS. La médecine alternative, c'est une médecine, c'est un moyen de soin qui est en remplacement de la médecine traditionnelle de l'endroit où l'on vit. Donc, et la médecine complémentaire, c'est une médecine qui vient en complément, comme son nom l'indique, de la médecine que l'on propose dans l'endroit où l'on vit. Donc ça, c'est important, l'endroit où l'on vit, parce que en fait, l'Organisation mondiale de la santé, elle définit 3 médecines officielles: la médecine chinoise, la médecine ayurvédique et la médecine occidentale, c'est-à-dire celle issue d'Hippocrate. Donc, quand on est en Occident et en Europe, on est la médecine issue d'Hippocrate, quelle que soit l'approche complémentaire que l'on puisse faire, on ne l'oppose pas à la médecine dans laquelle on vit, et donc c'est une médecine complémentaire. Si on la met en opposition et que l'on dit mais non, la médecine d'Hippocrate, elle n'est pas bonne, le mieux c'est le yoga thérapeutique ou les herbes médicinales, voilà, eh bien là on est dans une médecine alternative. Donc voilà, c'est une petite aparté. Donc dans ce contexte-là, le yoga thérapeutique est considéré comme une médecine complémentaire, en sachant qu'en Inde, le yoga thérapeutique fait partie de la médecine indienne, donc ayurvédique. Et peut-être ça serait une autre approche qui serait considérée comme une médecine complémentaire. Donc c'est un moyen d'optimiser notre santé, et bien sûr, ce n'est pas un substitut aux traitements médicaux conventionnels, mais peut-être que parfois, dans certaines pathologies, eh bien, si l'on utilise le yoga thérapeutique en médecine complémentaire, ça permet de stabiliser la pathologie, voire de diminuer certains traitements. Donc, d'où vient le yoga thérapeutique? Donc, on va commencer en Inde, puisque j'ai parlé de l'Inde à l'instant. Donc, en fait, depuis des millénaires, ils utilisent le yoga, et parce que pour eux, dans leur philosophie en Inde, le corps, c'est le reflet de l'esprit, et il n'y a pas de séparation entre les deux. Et les Indiens utilisent depuis toujours le yoga, mais c'était dans un but d'apaiser, de purifier l'esprit, et donc le corps allait du coup être particulièrement en harmonie. Et il fait, comme je vous l'ai dit avant, partie intégrante de leur médecine indienne, dans lequel il y a l'ayurveda, le yoga, d'autres, l'alimentation, bien évidemment, et puis même l'astronomie, mais ça, c'est un petit peu anecdotique, quoi. En Europe, en Occident, l'émergence du mot yoga thérapeutique est arrivée dans les années 1970, donc au siècle d'avant, et c'est un Français, le docteur Bernard Auriol, qui est un psychiatre, qui, pour la première fois, a présenté une thèse sur l'effet du yoga collectif dans ces pathologies psychiatriques. C'était en 1970. Et là, il a utilisé le mot yoga thérapeutique. Donc, on en revient bien, c'était un médecin, il a utilisé les techniques du yoga et il maîtrisait bien le yoga. Et de plus, c'était essentiellement avec la respiration, mais du coup, ça a été quand même l'objet d'une thèse. Ensuite, il y a eu au niveau du, bien sûr, le yoga Iyengar, c'est un Indien, Iyengar, mais sa méthode s'est propagée en France,
Et donc, c'était un des premiers, on va dire, donc c'était aussi le siècle dernier, à faire un yoga thérapeutique, mais qui était là plus postural, qui était plus un petit peu de remettre dans une espèce de norme tout le monde, dans la même norme. Mais ça a le mérite d'être quand même un yoga thérapeutique. Ensuite, en France, il y a aussi l'école de Bernard Bourranchot, qui est une école plutôt indienne. Donc, il n'est pas médecin, Bernard, il est encore en vie. C'est un yogi confirmé, bien évidemment. Et avec un médecin indien, le docteur Chandra Sekaran, il a créé une école de yoga thérapie qui est quand même très indienne. C'est du yoga thérapeutique à l'indienne. Le premier qui en France a mis un peu, on va dire, le côté plus approche scientifique à l'occidental, c'est le docteur Coudron, donc par l'intermédiaire de son institut qui s'appelle l'IDIT. Donc c'était à peu près en 1993, et c'est là que moi j'ai appris en 2011 le yoga thérapeutique, puisque c'était une approche qui était proche de mes connaissances scientifiques, on va dire, et médicales. Et puis en 2012, eh bien, il y a eu les premières consultations médicales de yoga thérapie en milieu hospitalier. Donc ça a été vraiment une grande première. Et puis en 2024, du coup, on a réussi à monter un diplôme universitaire en yoga thérapeutique. L'objectif, si l'on fait du yoga, ça fait du bien, on fait ça régulièrement, on va peut-être atteindre l'état de yoga. Il y a un côté spirituel ou un côté que corporel, ou un côté ça calme les anxiétés. Ça, c'est le quotidien des pratiquants de yoga. Avec plus ou moins des assets, plus ou moins un côté mystique, plus ou moins un côté sportif. Toutes les écoles de yoga sont différentes et elles sont là pour que chacun y trouve sa part. Rien n'est inutile et tout peut mener, toutes les écoles peuvent mener à ces fameux états de yoga, toutes les méthodes. C'est juste un outil comme un autre. Alors, si on prend le yoga thérapeutique, ça permet quand même d'apporter du soutien, de l'aide aux personnes le nécessitant. Et c'est ça l'objectif du yoga thérapeutique, c'est qu'on va y mettre un projet thérapeutique en tenant compte leur individualité et leur particularité. Ça s'appuie sur le yoga, comme je l'ai dit, et il faut connaître bien sûr la physiologie et plutôt les connaissances scientifiques actuelles. Donc, pour ce faire, il faut acquérir une connaissance qui est indispensable si on ne veut pas faire n'importe quoi et si on veut vraiment l'adapter à l'individu, qui n'est pas forcément de manière comme on l'apprend à l'école de médecine, mais une anatomie plutôt fonctionnelle, une physiologie suffisamment pour comprendre ce que l'on fait quand on fait tel mouvement ou telle respiration, une biomécanique, c'est important, et la part, bien sûr, se connaître soi-même. Donc, on va dire le mot la psychologie, mais la psychologie, le corps et l'esprit étant la même chose, donc tout est lié. Et quand on va utiliser le yoga thérapeutique, on va utiliser ces techniques, plus le yoga, bien sûr, qu'il faut connaître, parce que sinon, ça ne va pas fonctionner non plus, ou en tout cas, à minima du yoga. Eh bien, ça va être pour l'adapter à un problème particulier, ou à un besoin particulier, et à un individu particulier. Mais on peut aussi le faire à un groupe d'individus. Par exemple, on va pouvoir l'adapter à, par exemple, un groupe de personnes qui ont mal au dos, ou un groupe de personnes âgées, en prévention, dans ce cas-là, plus, par exemple, prévention des chutes. Mais on a vraiment un projet et un but, donc un objectif. Et c'est là où c'est pas que du yoga. Il y a un but thérapeutique, un but de soin, un but particulier, que ce soit en individuel ou en collectif. Donc en pratique, ça se fait comment? Eh bien, va falloir quand même donc apprendre et plutôt maîtriser ces connaissances, on va dire, globales du corps et de l'esprit, et aussi un peu du yoga, pour savoir les mettre en application. Donc on va utiliser du coup après des outils du yoga, selon un objectif yoga sauté, yoga thérapeutique ou yoga prévention. Voilà, donc on peut être soignant de tous les niveaux de soins, c'est-à-dire médecin, kiné, sage-femme, pharmacien. On adaptera en fonction de sa position, bien sûr. Si je suis kiné, je ne ferai pas pareil dans mes projets que si je suis médecin de la douleur, par exemple. Si je suis sage-femme, j'imagine que mes projets ne seront pas les mêmes. Ça serait dommage de vouloir faire des projets qui sont à côté de ma spécialité.
Mais bien sûr, on peut le faire aussi pour soi-même. Et si on est coach, ça peut être donc en particulier les APA par exemple, mais même les coachs, ou même dans l'entraînement sportif, on va utiliser ces techniques dans un but bien précis avec un projet. Et pas juste, comme souvent je l'ai entendu dire au début de ma pratique, ah oui, à défaut de faire du bien, voilà, ça fait pas de mal, on reste là, on est zen, et ça faisait sourire tout le monde, mais c'est pas du tout ça. Le yoga thérapeutique, il y a un vrai projet, il y a une vraie action, il y a voilà, une méthodologie qui va s'adapter. Pour revenir un petit peu, ça a été démontré scientifiquement. Alors, ce que je vous ai mis là, après, il y a la bibliographie à la fin qui vous est donnée, mais donc c'est ce qui n'est pas remis en question et qui a été démontré plusieurs fois. Alors après, démontré scientifiquement, il y a plein, il y a de plus en plus de publications sur le yoga. Toujours pareil, on en revient à l'Occident. Chez nous, on a voilà, une médecine des preuves. Donc, pour que ce soit démontré scientifiquement, c'est assez compliqué. Les Indiens, ils ont fait beaucoup d'études depuis très longtemps, donc on trouve plein d'études, mais qui sont souvent critiquables. Mais là, depuis quelques années, les cardiologues, par exemple, en particulier, font énormément d'études et de recherches sur les effets bénéfiques du yoga dans leur pathologie. Donc là, c'est dans le moule des publications scientifiques. Donc là, ces slides, je vous ai résumé ce qui est démontré scientifiquement et qui ne pose pas souci. La respiration, donc yogique, équilibre le système nerveux, ça fait longtemps, il y a eu plein de publications qui ont été montrées dessus. Alors, c'est plutôt le système nerveux autonome, si on va dans les détails, mais c'est donc le système nerveux. L'effet des respirations du yoga sur les fonctions cérébrales et les paramètres physiologiques. Donc, ça, le yoga agit sur ces fonctions-là. Il y a une publication récente, donc la posture de Tadasana, c'est-à-dire une posture debout, faite d'une certaine manière plusieurs fois, mais comme on pourrait le faire dans le yoga, ça donne une réduction de la sensibilité de la syncope vasovagale réflexe. Donc, je vous ai mis le titre de la publication. Cet état de calme vigilant qui est souvent obtenu par les techniques de yoga augmente l'activité des circuits parasympathiques, c'est-à-dire le côté frein de notre système nerveux autonome. C'est-à-dire, on va nous apaiser et apaiser aussi nos fonctions physiologiques. On sait aussi, et ça a été démontré plusieurs fois, les apnéistes en particulier l'utilisent beaucoup, la capacité respiratoire est augmentée lorsque l'on pratique régulièrement le yoga. Donc là, il y a eu une thèse pas très vieille, assez intéressante sur les effets des techniques respiratoires issues du yoga en 2005. On peut passer à la diapo d'après. Voilà. Donc on sait en résumé que ça agit, le yoga, sur les sécrétions des substances algogènes, c'est-à-dire les substances qui peuvent donner de la douleur ou augmenter la douleur par des processus inflammatoires. Ça agit bien sûr sur le parasympathique et les neuromédiateurs du parasympathique et du sympathique, donc ça module et ça équilibre le système nerveux autonome. Ça module la sécrétion de certains opioïdes endogènes, donc les enképhalines, les bêta-endorphines. Ça va agir sur donc, la matrice de la douleur, donc c'est là où on voit qu'il y a un intérêt important de l'action du yoga, d'un certain yoga, pour moduler, voire diminuer la douleur. Ça favorise la sécrétion de dopamine, donc très intéressant dans tout ce qui va être addiction, par exemple, puisqu'on sait que tous les circuits des addictions mettent en route le circuit de la récompense, donc le circuit de la dopamine. Ça diminue donc tous les processus inflammatoires. Voilà, ça facilite la modulation de l'expression de la pain matrice, c'est-à-dire la pain matrice, c'est tout notre système nerveux et notre corps, donc toute la manière dont notre cerveau, plus particulièrement, va gérer l'analyse de tous les messages douloureux qui arrivent à notre cerveau, mais aussi toutes les voies en retour. Donc c'est vraiment la manière dont cela va interférer avec les douleurs chroniques en particulier. Et alors, ça favorise l'expression épigénétique, donc ça c'est intéressant. L'épigénétique, c'est donc la manière dont nos gènes, que nos parents nous ont donnés, vont s'exprimer selon notre mode de vie. Donc en fait, si on a par exemple un gène d'un rhumatisme chronique inflammatoire, c'est assez connu, par exemple la spondylarthrite ankylosante,
on n'est pas obligé d'exprimer la spondylarthrite ankylosante. Donc, l'expression de ce gène va se faire en fonction de l'épigénétique, c'est-à-dire en fonction de la répression ou pas du gène. Et cette répression, ça a été démontré, se fait selon notre environnement. Si on est plus stressé, selon notre alimentation, selon la pollution atmosphérique, voilà, on aura plus ou pas l'expression de ce gène. Et c'est valable pour beaucoup de pathologies. Voilà. Donc ça a été démontré. Donc en fait, ce qui a été démontré sur l'épigénétique, c'est essentiellement l'action de la méditation. Donc, sur nos petits télomères, au bout des chromosomes, mais comme la méditation, c'est le yoga. Donc, ensuite, les yogis confirmés en résumé. Donc, confirmé, ça veut dire qu'on pratique le yoga régulièrement. Donc, ça a été démontré, ils ont un tonus parasympathique de base plus élevé que ceux qui ne font pas de yoga. Donc, parasympathique, ça veut dire le frein, plus rapidement frein, mais aussi, donc, souvent des gens plus calmes, moins anxieux, en résumé. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que de base, un yogi confirmé a une sensibilité à la douleur moindre. C'est pas qu'il a une sensibilité à la douleur parce que je veux résister à la douleur, je résisterai à la douleur parce que je suis yogi. C'est parce que ça a modifié tout son système physiologique, en fait, le fait de pratiquer le yoga régulièrement, et la sensibilité à la douleur, sa réactivité, on va dire. Ça ne veut pas dire qu'il ne sent pas la douleur, mais la réactivité, l'importance que va prendre un message douloureux, et la manière dont surtout le corps va réagir au message douloureux va être beaucoup plus efficace. Et en IRM fonctionnel, donc là on est très content, en fait, le cerveau a plus de substances grises que ceux qui n'ont pas de yoga, qui font pas de yoga, qui pratiquent pas de yoga régulièrement. Donc ça a été confirmé. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser en yoga thérapeutique de différent du yoga? Eh bien, rien de différent. Vous voyez, yoga, on va dire que c'est des asanas, ça fait très plaisir, on parle yogi, c'est des postures. En yoga thérapie, du coup, on va garder un langage, je dirais, c'est pas laïque, parce que l'asana, c'est pas, mais bon, un langage commun, donc, mais c'est exactement les mêmes. On va pouvoir tout utiliser du yoga. Donc, c'est bien pour ça qu'on utilise le mot yoga thérapeutique. Bien évidemment, il y aura des choses qui vont être beaucoup plus utilisées en yoga thérapie qu'en yoga, mais on peut utiliser donc les postures assises, les postures debout, les postures sur le dos, postures à quatre pattes, les inversés, les torsions, les angles, les triangles, bref. Et on va les équilibrer, bien sûr, et statique ou dynamique, mais très peu statique. Donc ça, c'est important, ça sera très peu statique. Ensuite, on utilise les respirations. Donc, parce que l'importance du yoga, d'une manière générale, c'est la posture. Dans notre yoga occidental moderne, il y a de plus en plus de postures, on va de plus en plus rapidement, mais dans les yogas plus anciens, c'était plus la respiration. Et l'importance du yoga, c'est d'avoir les deux, d'avoir la posture et la respiration. Et l'idéal, c'est un mouvement synchronisé à la respiration. Et pourquoi la respiration? Parce que l'on sait que la respiration a des impacts physiologiques très importants. Donc c'est toujours pareil, ça augmente la cohérence cardiaque, c'est-à-dire la variabilité de la fréquence cardiaque. C'est un indicateur, cette variabilité de la fréquence cardiaque, du système nerveux autonome. Alors c'est pareil, il y a des exercices de cohérence cardiaque, ce ne sont jamais que des exercices qui sont issus, qui ont été pris des vertus du yoga. Mais c'est très bien, c'est mis indépendamment. Vous faites des exercices de cohérence cardiaque, ça va vous faire du bien, mais si vous faites du yoga, ce bien, et si vous le mettez en yoga thérapie, il sera multiplié par 10. Donc ça sera encore plus efficace. Alors les respirations, on sait que ça a un impact très important sur le système nerveux autonome, donc sympathique et parasympathique. On sait que ça a un impact directement sur notre cerveau limbique, c'est-à-dire sur le cerveau limbique, c'est un cerveau ancien, c'est le cerveau des reptiliens, qui est vraiment au centre de notre cerveau, puisque si on considère qu'au fur et à mesure on s'est développé, il y avait un petit cerveau reptilien, du coup, comme le nom des reptiles, au fur et à mesure des couches de cerveau, si on va simple, se sont mis autour au fur et à mesure de notre évolution, jusqu'à plus vers l'avant,
plus de cortex. Et donc, l'Homo sapiens sapiens que l'on est actuellement, il a plus de cortex, mais il a toujours son cerveau reptilien. Ce cerveau reptilien, c'est hyper important, c'est ce qui nous permet de vivre au quotidien, c'est ce qui nous a permis d'être là, de survivre, et qu'il agisse sans qu'on y réfléchisse. Voilà, on respire, on fuit avant même de savoir qu'il faut fuir, on a déjà toutes les hormones, tout a été sécrété pour fuir. C'est ce cerveau donc de base. Or, ce cerveau reptilien est en contact direct avec le bulbe olfactif, donc l'olfaction, la respiration. Et le bulbe olfactif, par définition, il est en haut de notre nez, ici, et il est en contact direct donc avec l'air que l'on respire. Donc, quand on respire, on est en contact direct avec notre cerveau émotionnel. Et c'est bien pour ça la Madeleine de Proust, par exemple, voilà, l'odeur de quelque chose, ça nous remet une émotion, mais c'est direct. Il n'y a même pas de réflexion. Ça modifie un petit peu le pH sanguin, ça abaisse le stress, ça régule les neuromédiateurs, donc on peut respirer, mais c'est essentiellement, évidemment, par ces respirations yogiques particulières, par le système nerveux autonome et parasympathique. Alors, la respiration spontanée, ça c'est important à savoir, elle est involontaire, on le sait bien évidemment, puisque quand on dort, on respire et on n'y pense pas, et heureusement. Donc, elle est sous la commande de ce cerveau reptilien. Mais par contre, on peut contrôler notre respiration. Et donc, le fait de contrôler notre respiration, on a un impact, je veux respirer plus vite, je veux bloquer ma respiration, on sait le faire volontairement. Donc, du coup, en faisant ça, on a un impact sur notre système ancien, limbique, notre cerveau reptilien. Donc, c'est une voie d'accès, en fait, la respiration, à l'utilisation de ces fonctions particulières. Par exemple, si je suis trop énervée et j'ai compris pourquoi et que je sais comment, je ne me laisse pas emballer par mes émotions, je vais respirer d'une certaine manière et immédiatement, ça va se calmer. Donc, en pratiquant des respirations particulières yogiques qu'on appelle des pranayamas, eh bien, on va pouvoir moduler les émotions, ça c'est sûr, mais aussi des sécrétions physiologiques, et ça s'apprend. On sait exactement que quand on respire comme ça fait ça. C'est pas n'importe quoi. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que seule la respiration nasale, elle est physiologique. C'est-à-dire que notre nez, il est fait pour respirer, et dans notre société, souvent, on respire, enfin on inspire par le nez, mais on souffle par la bouche, surtout quand on fait des activités un peu physiques, même pas forcément fortes. Donc, le nez est fait pour respirer, et c'est très important, c'est parce que, justement, en plus, on est en contact avec ce fameux cerveau limbique. Donc ça, en yoga thérapeutique, on apprend, on sait pourquoi. Je ne peux pas rentrer, on n'a pas assez de temps dans tous les détails. Voilà. Donc, bien sûr, on va utiliser relaxation et méditation. Ça paraît assez logique. C'est la première approche du yoga. On dit, ouais, ça va me faire du bien, je vais relaxer, je vais respirer tranquillement. Oui, bien évidemment. Les relaxations ont une action particulière, les méditations une action particulière, et c'est pas la même chose, une relaxation qu'une méditation, bien évidemment. La méditation, on va plutôt vers de l'hypervigilance, et la relaxation, on va plutôt dans des ondes cérébrales qui sont plus lentes, et qui sont plus, effectivement, de nous décontracter, et ça ne sécrète pas les mêmes substances. On peut passer à la diapo suivante. En complément au yoga thérapeutique, on utilisera certaines choses, en fait, une alimentation en particulier alimentaire, pour avoir une alimentation équilibrée, de manière à apporter tous les bons constituants pour que notre corps il puisse synthétiser de manière favorable tous les bons neuromédiateurs. Et bien évidemment, les rythmes circadiens, c'est-à-dire veille, sommeil, le jour, la nuit, l'été, l'automne, sont utilisés. Donc ça, c'est utilisé en Inde, c'est utilisé en Ayurveda, c'est du bon sens. Mais du coup, en yoga thérapie, on le remet et on sait que ça va sécréter telle substance, que ça favorisera telle substance de sécrétion. Ça permettra donc, si on modifie nos comportements, eh bien, de mieux dormir, par exemple. On continue. Donc, par exemple, dans l'alimentation, donc on va favoriser des aliments naturels, non modifiés,
que l'on va cuisiner soi-même avec un apport suffisant d'oméga 3, de vitamine D, de magnésium, une alimentation riche en tryptophane, etc. etc. Donc ça, c'est un gros morceau aussi qui correspondrait à l'Ayurveda, on va dire indienne, mais mise à l'occidental avec les connaissances actuelles fondées scientifiquement. Donc du coup, en yoga thérapie, ce qu'on utilise le plus, c'est la proprioception, donc comme en yoga. Mais il faut savoir que les petits capteurs proprioceptifs, ils sont partout, ils sont y compris dans les fascias, y compris dans nos alvéoles pulmonaires. Donc, encore une fois, c'est important de bien respirer. Le mouvement est important et la synchronisation d'un mouvement, même très simple, avec la respiration, va augmenter l'effet du yoga thérapeutique. Donc, si on doit faire un yoga particulier en yoga thérapeutique, c'est un mouvement synchronisé à une respiration particulière. Ce qui est fondamental pour avoir une action yoga thérapeutique, c'est de respecter l'axe. Alors l'axe, c'est un axe que tous les pratiquants de yoga le connaissent particulièrement, mais c'est l'axe, c'est donc le bassin jusqu'à la tête avec tout notre axe vertébral. Et si on ne doit bouger qu'une chose pour avoir une efficacité, ça serait cet axe vertébral, comme tout est lié de toute manière et tout est relié à la colonne et ou notre crâne. Notre crâne n'est jamais qu'une grosse vertèbre fixée sur la colonne. Cet axe-là permet de bien respirer. Et donc bien respirer va mobiliser cet axe. Mobiliser cet axe va permettre de bien respirer. Et tout étant relié, ça sera déjà une grosse part. Donc en yoga thérapeutique, on va surtout utiliser le travail autour de cet axe, que ce soit allongé ou assis, parfois debout, mais dans une position le plus confortable possible pour aller trouver une sensation particulièrement agréable avec la respiration et rapidement, en 15 ou 20 minutes, on obtiendra des résultats en tout cas agréables. Donc les pathologies qui sont propices à l'utilisation d'un yoga à visée thérapeutique, c'est tout ce qui est douleur, bien évidemment, plutôt les douleurs chroniques, mais même sur les douleurs aiguës, ça peut s'utiliser. Donc toutes les douleurs de cette fameuse axe, bien sûr, du rachis, que ça parte du bas, c'est-à-dire lombaire, jusqu'au cervical ou à la tête, c'est très efficace. Mais même les douleurs d'arthrose, les douleurs des maladies inflammatoires, tous les processus de maladies chroniques dites de civilisation, où il y a une petite inflammation de bas grade, les traumatismes des entraînements sportifs. Donc ça, je peux vous dire, je suis bien placée parce que je viens de me casser la jambe. Donc c'est très très efficace aussi, et en prévention et en récupération, et pour le traitement de la douleur, mais aussi pour récupérer en mobilité, en proprioception, et pas forcément, justement, en travaillant sur la zone atteinte. C'est ça qui est intéressant, c'est que comme on apprend en yoga thérapeutique que tout est lié, on sait que même si on a un problème de genou, qu'on ne peut pas bouger le genou, eh bien, on va travailler sur le dos, on va travailler sur tout le reste du corps. Et comme tout est lié, tout est relié, fatalement, ça interférera sur la cicatrisation et sur les possibilités. Bien évidemment, une autre partie, c'est le stress et l'anxiété. Et puis les troubles éventuellement du sommeil et les addictions. Donc ça, c'est les traitements. En résumé, le yoga, on reste dans un état, on va faire du yoga, c'est bien. Et si on veut faire du yoga thérapeutique, que ce soit à but individuel ou à but collectif, ça sera la réunion des trois. Donc, où on va utiliser bien sûr le corps, l'esprit et l'émotionnel. Donc c'est une synergie, mais qui sera intentionnelle avec un projet, et j'insiste bien, c'est la grande différence. Alors si on prend un exemple, j'ai mal, par rapport à un cours de yoga, traditionnel, on va surtout aller dans la bienveillance, dans le possible, pas de compétition, on va plutôt commencer allongé sur le sol pour avoir un maximum de contact avec le sol, et on va être dans l'écoute, et on va aller chercher quelque chose qui nous permettra d'avoir une sensation agréable. Donc, c'est un cours axé douleur. Ça va être essentiellement sur le dos. On travaillera un peu les ischio-jambiers, par exemple, mais on pourrait faire au fur et à mesure toutes les postures.
On continue. Ben voilà, et ben, on est dans les temps. C'est la biblio et les quelques références. Donc, en résumé, donc, il y a l'importance de synchroniser le mouvement et la respiration, l'importance de notre système nerveux autonome que l'on va toujours en fait interagir avec, l'importance de notre cerveau émotionnel, l'importance de laisser être et d'aller chercher quelque chose de bienveillant, de douceur et qui est adapté à chacun, sans compétition. On va mettre ça en conclusion. Merci de votre écoute à tous. J'espère qu'en 3 quarts d'heure, on ne peut pas tout dire. Je vous ai fait un survol, mais il y a tellement de choses à découvrir. Merci beaucoup, Jocelyne. Non, c'était très bien, effectivement. C'était quand même assez complet. Puis, comme tu l'as dit, en 3 quarts d'heure, on ne peut malheureusement pas, et heureusement, d'un côté, tout dire. Alors, au niveau du chat pour les questions, on remercie Nadine, effectivement, qui a osé faire poser ces petites questions. Premièrement, elle demande, ferez-vous des vidéos pour les outils techniques, gestes, positions, etc. Namasté, Nadine. Alors, il y a des vidéos. Alors là, je vais faire un peu de pub pour l'hôpital. En fait, pendant le Covid, comment j'ai des consultations de yoga thérapeutique pour les patients douloureux à l'hôpital, on avait fait des vidéos puisqu'on ne pouvait plus les voir, les patients, et ils ne pouvaient plus venir. Donc, on avait fait des petits enregistrements vidéo qui sont accessibles à tous, hein, parce que c'est vraiment fait pour tous, du coup, en soutien, en aide. Mais ça ne remplace pas d'avoir eu un projet, une décision. Mais du coup, vous pouvez voir, c'est sur la chaîne YouTube de l'hôpital. Sur YouTube, j'ai acheté nouveau yoga thérapeutique. Et vous devez trouver plusieurs petits enchaînements et des petites choses très très simples et très efficaces. En fait, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses pour que ce soit efficace en yoga thérapeutique. L'avantage des outils du yoga, c'est qu'on a suffisamment d'outils pour s'adapter aux problèmes de chacun, on va dire, en fonction de ce que la personne peut faire. Faites du yoga ou pas d'ailleurs, hein. C'est un outil accessible à des personnes qui ne font pas de yoga. Moi, j'ai des personnes qui ne font pas de yoga. Après, parfois, ils se mettent à faire du yoga, mais et du coup, c'est parce qu'ils ont découvert autre chose et ils se disent, tiens, là, je vais peut-être faire du yoga parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon corps et j'ai envie d'aller explorer un peu plus loin cette source. Mais on sort du yoga thérapeutique dans ce cas-là. Voilà, j'ai répondu à la première question. Première question répondue. Ensuite, on a, tu l'as un petit peu introduite du coup. C'est Nadine aussi qui demande. Elle dit, je ne pratique pas le yoga, puis j'apprends avec des vidéos si vous mettez en ligne, sachant que je pratique la méditation. Donc c'est vrai finalement, est-ce qu'on peut pratiquer le yoga uniquement grâce avec des vidéos? Alors là, on parle bien du yoga et pas du yoga thérapeutique. Oui, on peut pratiquer le yoga avec des vidéos. C'est quand même moins rigolo que si on a un professeur. Parce que le yoga, dans son histoire, fait que c'est une transmission orale. Alors, c'est pas une transmission visuelle. Alors ensuite, on a Mélanie qui demande est-ce que tous les éléments de cette présentation sont dans le programme du DU médecine fonctionnelle yoga thérapie, notamment les connaissances de base scientifique et médicale? Ah oui, il y en a beaucoup plus que dans la présentation. Dans le DU, il y a 150 heures, il y en a beaucoup plus. Mais oui, oui, dans le DU, on commence vraiment par justement acquérir ces bases essentielles, indispensables pour pouvoir comprendre. Donc c'est vraiment en plus une démarche de compréhension et d'expérience dans son corps. C'est-à-dire au fur et à mesure, on les expérimente dans son corps. On a compris la théorie, ou on l'a compris plus ou moins bien selon sa profession déjà. C'est plus ou moins facile, mais peu importe, on a accès à cette théorie qui est bien vulgarisée, puis après on rentre au fur et à mesure dans les détails, mais surtout on l'expérimente dans son corps. Donc on en fait de l'expérience corporelle. Bon, très bien. Les doigts se sont un petit peu déliés, hein. On a du coup Laurence, merci beaucoup pour vos questions. Laurence qui demande, y a-t-il beaucoup d'hôpitaux qui ont mis en place la yoga thérapie? Comment en avoir l'accès si la personne est atteinte d'une pathologie? Alors non, il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux. Alors après, il y a beaucoup d'hôpitaux qui font du yoga en soins de support, c'est-à-dire un cours de yoga collectif. À défaut de faire du bien, ça ne fait pas de mal. On est ensemble, on fait du yoga, ça nous fait du bien. C'est du yoga qu'on fait au quotidien. Ça s'appelle du soin de support. Donc ça a été beaucoup fait dans certains hôpitaux, en particulier
voilà, mais ça peut être aussi préparation à l'accouchement, ça peut être dans les services de cancérologie, en soins de support, en oncologie, mais ça, c'est du yoga. Si l'on veut faire du yoga thérapeutique, à ma connaissance, médical, et ou encadré par médecin, il n'y a que 2 hôpitaux, 3 peut-être actuellement en France qui en font. Alors Annecy, là j'en suis sûre, Annecy c'est exactement la même chose quasiment que ce que l'on fait à Pontoise, puisque le médecin qui le fait dans le service de la douleur aussi a travaillé chez moi. Donc on s'est formé à la même école et après elle est venue en stage chez moi et donc je l'ai aidé à développer ses consultations de yoga thérapeutique pour la prise en charge des patients douloureux. Donc c'est l'hôpital d'Annecy. Récemment, donc très récemment, et c'est pareil, mais là c'est pas un médecin qui le fait et c'est pas une consultation médicale, mais c'est plus en groupe et c'est en soutien des maladies de rhumatisme chronique inflammatoire. C'est à l'hôpital Saint-Antoine et c'est pareil, la personne qui le fait, c'est un professeur de yoga qui est venu aussi chez moi et dont on est issu de la même école aussi. Voilà, et c'est tout, Pontoise. Après, il y a peut-être des petits hôpitaux avec quelques. J'ai une pharmacienne, je crois, petit hôpital du côté de la Touraine, mais donc voilà, il n'y en a pas beaucoup encore, mais c'est en voie de développement. Il y en a plus dans le privé, et pas forcément, et plus des professeurs de yoga qui font des cours plus ou moins, des fois en individuel et des fois collectifs de public adapté ou qui sont yoga thérapeutes. Mais dans les hôpitaux, il n'y en a pas beaucoup. Dans les cliniques, c'est souvent des soins de support. C'est du soin de support. Donc, c'est pas vraiment avec un projet adapté, individualisé. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je pense que oui. On a Céline qui demande, est-ce que le DU, donc diplôme universitaire, est accessible à une personne en reconversion ou faut-il forcément déjà travailler comme soignant? Non, c'est pas accessible qu'aux soignants. Donc oui, c'est accessible aux personnes en reconversion. Non, ce n'est pas accessible qu'aux soignants, c'est-à-dire que c'est accessible aux soignants, mais c'est accessible aussi aux coachs, aux éducateurs, en personnes de l'éducation, je sais pas, aux professeurs de musique, même en tant que personne autre, avec une reconversion dans quelque chose. Oui, puisque c'est de toute manière, c'est surtout faut un niveau minimum quand même pour pouvoir suivre les cours. Après, c'est sur étude de dossier et CV, donc c'est accessible pour reconversion, avec un projet quand même dans la tête, d'avoir un petit projet de yoga thérapeutique, limite, voilà, qui va englober la médecine fonctionnelle, puisqu'en fait le yoga thérapeutique et la médecine fonctionnelle, c'est à peu près la même chose. On a mis les deux noms pour bien comprendre, parce que souvent le yoga c'est restrictif dans l'esprit des gens. C'est juste des mouvements et éventuellement la méditation, touche, on s'assoit en tailleur et voilà. Alors qu'il y a bien d'autres choses dans le yoga thérapeutique, dont l'alimentation, dont la prise en charge de notre écologie globale, dans notre société, dans notre univers, sur notre planète. Donc on apprend toutes ces choses-là. Et il y a Céline, donc toujours, qui demande à quelle école vous êtes formée. Alors moi, je me suis formée à l'IDIT, c'était la seule, c'est ce que j'ai dit au début, c'était la seule qui. Enfin, j'ai hésité avec l'école de Bernard Bouanchot, mais l'école de yoga thérapie, je parle. Hein. Sinon, une école de yoga, c'est différent. Donc, en yoga thérapie, c'était l'IDIT, qui à l'époque était en présentiel, mais maintenant, elle est en visio, en enregistré, je crois. Voilà. Et c'était la seule à l'époque, je n'avais pas le choix, de toute manière, quelque chose qui correspondait à mes connaissances médicales. Quoi. Je ne serais pas partie sur une école purement indienne, d'autant que je n'étais pas professeur de yoga et que je ne pratiquais pas le yoga à l'époque. Voilà. Sinon, l'école de yoga, c'est la Fédération française de Hatha Yoga. Donc, très bien. Du coup, on peut conseiller à notamment Mélanie, Laurence, Céline, mais toutes les personnes qui sont également intéressées par le diplôme universitaire médecine fonctionnelle yoga thérapie qui a été donc qui est co-créé par Jocelyne. Vous avez, je vous rappelle, des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer pour télécharger la plaquette ou demander à être recontacté pour avoir des informations complémentaires. Voilà. On a fait le tour des questions et là, en termes de timing, c'est parfait.
Super, merci beaucoup, Jocelyne. Bah, merci de votre écoute. J'espère que je vous ai apporté une petite ouverture. Après, voilà, il y a tellement de choses à dire, il y a tellement de choses passionnantes qu'effectivement, 150 heures, ils suffisent à peine. Donc voilà, pour les intéressés, hein, un petit message de fin. Merci encore, Jocelyne. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, qui ont posé leurs questions, etc. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte LinkedIn ou encore, je me répète, à télécharger la plaquette ou à demander à être recontacté. Merci à tous. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.